Madame, Monsieur, bonsoir, joyeux Noël et bienvenue au 20h. Le réveillon a été dramatique hier soir à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Un enfant de 3 ans hospitalisé pour une simple angine est mort à la suite d'une erreur d'administration de médicaments. Noël ou pas, vous verrez que les médecins de garde étaient sur la brèche aujourd'hui. L'épidémie de grippe et de gastro-entérite gagne petit à petit l'ensemble du territoire. Que Noël soit un symbole de l'espoir, c'était le vœu principal du pape tout à l'heure, vœu prononcé à Rome en 64 langues pour la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Cœur et charité, l'esprit de Noël a gagné le dernier vainqueur de l'euro-million, un Belge. Il a décidé d'offrir la moitié de sa nouvelle fortune aux pauvres de sa commune, montant du chèque 3 750 000 €. Un Oscar pour la télévision. La célèbre pièce réécrite et jouée par Bernard Tapie sera diffusée ce soir en direct sur France 2. Il a promis pour l'occasion une surprise. Il nous en dira plus à la fin de ce journal. Il nous attend dans les coulisses du théâtre de Paris. Bonsoir et à tout à l'heure. On commence avec ce drame qui s'est produit la nuit dernière à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Un enfant de 3 ans qui était hospitalisé pour une simple angine est mort à la suite d'une erreur commise par une infirmière. Celle-ci lui a administré un mauvais traitement. Sur place, Jérôme Bermin, David Dameda, Franck Migrin. La détresse d'un père face à l'absurdité de la mort de son fils. Mon fils, il est venu pour des amygdales. On me dit qu'il a eu une crise cardiaque. Monsieur, il est mort dans mes bras. Moi, ça fait... Depuis mardi soir, j'ai pas dormi. Je ferme les yeux, j'ai la scène dans mes yeux là. À l'origine, une admission banale, celle d'Iliès, un enfant de 3 ans souffrant d'une angine. Des urgences, on le transfère en pédiatrie. Là, il est placé sous perfusion, mais l'infirmière se trompe de produit. L'infirmière elle-même a reconnu une erreur. Elle s'en est tout de suite ouverte d'ailleurs à son chef de service. Cette erreur, l'infirmière l'aurait commise en renouvelant la perfusion à l'origine de la vitamine, mais elle la remplace involontairement par du chlorure de magnésium. Un produit sans danger à petite dose, mais la perfusion est réglée pour de la vitamine, donc à un débit trop important. Le chlorure de magnésium, ça joue sur ça donne des nausées, de somnolence, asthénie. Et ça joue surtout sur les muscles cardiaques. Ça peut provoquer de bradycardie, ralentissement de battement du cœur. Et même jusqu'à l'arrêt cardiaque. Vers 20 h, le décès de l'enfant est constaté. Dès 23 h, l'infirmière est placée en garde à vue. 3 enquêtes sont lancées, dont une au sein des hôpitaux de Paris. C'est une infirmière qualifiée qui était présente dans ce service depuis un certain temps. Je pense simplement que lorsque nous considérons cette erreur humaine, tout ceci doit nous faire penser à beaucoup d'humilité. Ce soir, l'infirmière est toujours en garde à vue. Une information judiciaire devrait être ouverte, vraisemblablement, pour homicide involontaire. Oui, l'infirmière est donc encore en garde à vue. Vous venez de l'entendre. Loïc Delamornay, vous êtes sur place. Cette garde à vue, c'est un peu la procédure normale. Oui, tout à fait, Olivier. Et d'ailleurs, on vient de l'apprendre du parquet. Cette garde à vue va être reconduite ce soir. Donc, cette infirmière va être gardée encore pour au moins 24 heures. Mais vous savez, c'est effectivement une procédure normale. Déjà, elle est entendue par une brigade qui s'occupe, entre autres, spécifiquement de ces affaires d'erreurs médicales. C'est vrai que cette garde à vue a suscité beaucoup d'émotions ici à l'hôpital, parmi le personnel soignant, parmi les syndicats. Mais les enquêteurs nous indiquent que, vous savez, on ne peut pas retenir comme ça administrativement une personne pendant des dizaines d'heures. Il faut bien un cadre légal. La garde à vue donne des droits également. Et puis encore une fois, cette garde à vue se passe entre guillemets le mieux possible. Ce sont les informations que nous avons. L'infirmière n'est pas menottée. Elle coopère pleinement avec les enquêteurs. Et bien évidemment, elle est effondrée. C'est ce que nous disent les enquêteurs. Alors, dernière précision, nous savons effectivement que cette infirmière travaille depuis 11 ans, qu'elle était depuis 4 ans dans ce service de pédiatrie et que c'est donc une professionnelle très expérimentée et qui était jusqu'ici très bien noté avec une excellente réputation. Alors Loïc, on apprend à l'instant malgré tout que le père de l'enfant décédé reproche à l'hôpital de ne pas avoir réagi assez vite. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question ce soir ? Alors ça, évidemment, Olivier, c'est l'enquête qui va déterminer s'il y a eu un retard, un problème, un dysfonctionnement dans l'hôpital. Ce que je peux vous dire, selon nos informations, c'est que cette perfusion de magnésium a été administrée à cet enfant à 19 h hier soir, que c'est à 19 h 15 que le premier malaise de l'enfant a été constaté dans les registres de l'hôpital et qu'effectivement c'est à 19 h 45 que la réanimation est arrivée dans le service de pédiatrie. Cela dit, pendant tout ce temps-là, évidemment, le service de pédiatrie s'occupait déjà de l'enfant.
enfant et le service de réanimation n'est pas dans les mêmes locaux. Donc c'est l'enquête qui va déterminer si, entre guillemets, ce délai était normal selon la configuration de l'hôpital ou s'il y a eu dysfonctionnement. Merci Loïc. Et puis au-delà de ces considérations, bien sûr, toutes nos pensées vont ce soir vers les parents et les proches de l'enfant décédé. Dans le reste de l'actualité, un engin explosif a été découvert et désamorcé tout à l'heure à Cap-Breton, dans les Landes. Il avait été placé dans les locaux du Centre européen de rééducation des sportifs de haut niveau. Ronaldo ou encore Schumacher y ont par exemple séjourné, comme beaucoup de grands champions qui ont eu un accident. Et c'est un membre du personnel qui a donné l'alerte. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un engin rudimentaire mais en état de fonctionner. Il n'y a eu pour l'heure aucune revendication. Mais les enquêteurs n'excluent pas la piste basque, d'autant que dans la nuit du réveillon, une agence immobilière d'Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques a été la cible d'un attentat. Il y a eu des dégâts mais pas de victimes. Attentat revendiqué cette fois-ci par cette inscription. Le Pays basque n'est pas à vendre. Dans le reste de l'actualité, les services d'urgence des médecins étaient bien occupés aujourd'hui. Nous vous le disions hier, les épidémies de grippe et de gastro-entérite gagnent du terrain. Voilà donc à quoi a ressemblé Noël pour les médecins de garde. Nathalie Sapena, Mourad Bouretima. Les Parisiens digèrent encore leur réveillon, mais dans une ville déserte, le docteur Galoul fonce au volant de sa voiture. Pour elle, pas de trêve de Noël. Bonjour, c'est le médecin. Bien au contraire, la journée sera très chargée. Et la diarrhée, vous avez été plusieurs fois depuis ce matin? 2 fois. D'accord. Diarrhée, vomissement, c'est une gastro-entérite, comme 580 000 Français depuis 3 semaines. L'épidémie bat son plein. C'était après le réveillon s'est bien passé, et puis après je ne me suis pas sentie bien du tout. Seul remède, un médicament anti-vomissement et des conseils aux proches pour éviter d'attraper un virus très contagieux qui se transmet par les mains. Pour rentrer de l'extérieur, il faut vous laver les mains. Et quand on va aux toilettes, on se lave les mains en sortant des toilettes. Voilà, tout le temps. Et forcément, avant de manger, on se lave les mains. Un appel sur 5 aujourd'hui sera pour une gastro. L'hôpital. Et il y en aura encore plus pour la grippe. En région parisienne, l'épidémie est en train de démarrer. Bonjour docteur, entrez. Depuis 3 jours, ce jeune homme se plaint de fièvre, de toux, de maux de gorge. Je pensais que ça allait passer et puis ça passait pas du tout quoi. Je me suis soigné sans consulter un médecin et puis voilà, j'ai pas réussi. Bon, là, vous pouvez prendre Diagnostic, syndrome grippal et bronchite. Je vais vous remettre de quoi pour la fièvre. On croit que c'est les fêtes que les gens mangent trop. En fait, ça n'a rien à voir. On a une surcharge de travail pendant cette période parce que c'est la conjoncture saisonnière. Voilà. Gastro, grippe, bronchiolite. 3 épidémies en même temps. Le docteur Galoul aura ausculté une trentaine de patients en ce jour de Noël. Médecine toujours avec les fausses idées qui circulent dans le domaine de la santé. Elles ne manquent pas, vous allez le voir. On parle même de mythes médicaux. 2 chercheurs américains ont répertorié sur Internet tous ces mythes et ils les ont confrontés à la réalité des études scientifiques. Résultat, les conseils de nos grands-mères ne s'avèrent pas toujours pertinents. Daniel Wolfrom, Arnaud Jacques. En ces périodes d'agapes et de lendemains difficiles, il est bien commode d'incriminer son foie. Mais peut-on réellement parler de crise de foie? Non. Le foie est un des grands organes du métabolisme, mais en tant que tel, c'est pas une crise au foie spécifiquement. C'est une crise plus généralisée en fait au niveau du tout le tube digestif. Dans le catalogue des idées reçues, les bonbons, les sodas et les chocolats seraient responsables de l'agitation de nos bambins. Mais y a-t-il un rapport entre le sucre et l'hyperactivité? Non. C'est certainement des mères de famille qui ont peur un petit peu de ça et qui pensent que c'est un excitant, mais le sucre n'est pas un excitant. On a besoin de sucre pour vivre. Le sucre fait marcher nos neurones, le sucre fait marcher nos cellules, donc c'est vital. Autre croyance populaire, le fait de manger la nuit ferait grossir. Oui et non. Manger la nuit peut faire grossir chez certaines personnes à partir du moment où elles mangent plus que ce qu'elles dépensent. Donc si votre charge calorique est plus importante que ce que vous dépensez, vous allez prendre du poids, que ce soit le jour ou la nuit. L'hiver, on se coiffe de chapeau, on met des bonnets aux enfants. Mais cela protège-t-il vraiment d'un refroidissement? Faut-il se couvrir la tête? Oui et non. Se couvrir la tête, ça peut être bien pour éviter tout ce qui est coup de froid, etc. En revanche, c'est pas ça qui va empêcher d'attraper une bactérie ou un microbe ou un virus dans l'environnement. Véhiculés de génération en génération, les préjugés ont la vie dure. En médecine, ils sont légion.
Voilà. Et avec ou sans chapeau, gare à la tempête si vous habitez dans le sud. Météo France lance une alerte de vigilance orange. On attend des vents violents et même de la neige. 3 départements sont particulièrement concernés, le Var, l'Aude et la Haute-Corse. L'alerte est valable à partir de cette nuit jusqu'à demain soir. Dans le nord, il n'y aura pas de neige, mais il fera froid, plus froid que d'ordinaire en cette saison. Alors certains se demandent où est passé le fameux réchauffement climatique. Aux États-Unis, par exemple, le nord du pays affiche des températures exceptionnellement basses. Il faut remonter jusqu'à 20 ans en arrière pour retrouver un début d'hiver aussi rude. Laurence Decherf, Frédéric Faure. De la neige à profusion et des prévisions qui ne s'arrangent pas. Aux États-Unis, les intempéries ont déjà fait 11 morts sur la route ou en montagne. C'est terrible, c'est juste plein de neige, pas du tout déblayé. Mais j'ai réussi à descendre. J'habite en haut d'une colline, mais je ne suis pas sûr de réussir à remonter. Les chutes de neige ont frisé des records la semaine dernière, entre 20 et 50 cm. Et aujourd'hui, ce sont les aéroports qui sont paralysés. D'ailleurs, pour certains voyageurs bloqués à Seattle ou à Chicago, Noël a tourné au cauchemar. 2 bus sont tombés en panne, on a loupé la correspondance et maintenant on essaye simplement de partir par le premier vol. Tempête et vagues de froid, moins 20 à moins 30 degrés, avec des vents chargés de flocons de neige. C'est le blizzard qui vient du Canada et envahit le nord des États-Unis. Rien d'exceptionnel dans ces pays habitués aux chutes de température, mais 10 degrés sous la normale de saison, 10 jours de suite, c'est beaucoup. Nous sommes largement inférieurs à la normale, comme on le voit sur la carte, puisque toute cette plage correspond à des températures très basses, jusqu'à moins 20, moins 30 degrés dans certaines localités, alors que la partie sud-est des États-Unis, notamment la Floride, connaît encore des températures douces autour de 20 degrés. Donc on a un contraste d'environ 50 degrés. En France, un coup de froid s'annonce aussi dans les prochains jours, mais rien de comparable avec l'Amérique du Nord. C'est ce qu'on appelle familièrement le Moscou-Paris, c'est-à-dire qu'un anticyclone sur la Scandinavie dirige de l'air froid en provenance de la Russie dans un flux d'Est. Donc les températures vont chuter dès demain vendredi. Entre moins 4 et 0 degrés, mais la température ressentie risque de nous surprendre. Un vent glacé pourrait bien nous faire imaginer les moins 10, la France au pôle Nord. En tout cas, de quoi ressortir gants, écharpes et bonnets. La France propose ce soir son aide à l'Ukraine. Une quinzaine de personnes ensevelies sous les décombres d'un immeuble sont toujours recherchées ce soir. Le bâtiment qui se trouve dans une station balnéaire au bord de la mer Noire s'est effondré à la suite d'une forte explosion, probablement due au gaz. Le dernier bilan fait état de 19 morts. Israël hausse le ton ce soir. La ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, promet des représailles contre les activistes palestiniens du Hamas. Pour la seule journée d'hier, ils auraient tiré pas moins de 80 roquettes ou obus de mortier sur le territoire israélien. Un regain de tension qui fait dire tout à l'heure au pape Benoît XVI que l'horizon s'assombrit au Proche-Orient. À l'occasion de sa bénédiction de Noël, le chef de l'Église catholique a rendu hommage à ceux qui, je cite, ne se résignent pas à la logique perverse de l'affrontement et de la violence. En revanche, il n'a pas confirmé son voyage en Terre Sainte pour l'année à venir. Le pape qui a par ailleurs adressé, comme le veut la tradition, ses vœux Urbi et Orbi, c'est-à-dire à la ville et au monde. On l'écoute. Heureuse et sainte fête de Noël, que le Christ Sauveur vous garde dans l'espérance et qu'il vous fasse le don de la paix profonde. Et un petit tour d'horizon maintenant de ce qu'a été ce Noël dans le monde entier. Il y a eu beaucoup de messes, bien sûr, mais pas seulement. Gilles Rabin. Merci Petit Père Noël. Promenade en carriole, une tradition locale dans l'ouest du Japon. Célébration de la Sainte Vierge en Inde et au Sri Lanka. Veillée de Noël de guerre en Afghanistan pour les soldats américains. Noël au soleil à la plage en Australie, aux Antipodes. Noël des derniers chrétiens arabes du royaume de Jordanie. Le Notre Père dit en arabe. À Bethléem, à quelques mètres de la grotte où pour les chrétiens Jésus est né, sur cette terre sainte qui n'a pratiquement pas connu la paix depuis 2000 ans, la guerre était bien sûr dans tous les esprits. Cette nuit, le silence de la grotte sera plus fort que la voix des canons des mitraillettes. La guerre encore. Le président élu des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, s'est adressé aux familles des soldats qui passent ce Noël en Afghanistan ou en Irak.
En ce soir de fête, la joie de ces familles n'est pas entière, car un être cher est absent et parfois en danger. Tous, bien sûr, n'ont qu'un souhait. Je souhaite pouvoir rentrer à la maison avec tous mes gars, si possible bientôt. Au Mexique, Noël, c'est Noël. Et on oublie la crise économique comme la guerre des narcotrafiquants. J'aime bien faire revenir les sourires sur les visages d'enfants. Et ça n'est pas toujours facile de faire sourire un enfant. C'est probablement la plus grosse déception du 25 décembre. Déception pour le Père Noël. La dernière semaine de l'année est devenue la meilleure semaine pour les sites de vente en ligne. Car qu'est-ce qu'on y trouve depuis ce matin? Eh bien des cadeaux. Des cadeaux qui n'ont pas plu. Et crise oblige, près d'1 Français sur 2 considère désormais que ce n'est pas choquant d'essayer d'en tirer un peu d'argent. Caroline Thébault, Tristan Lebras, Michael Cario. Tout n'a pas encore été déballé, mais chez les Gringers, le tri a commencé. Il y en a un que j'avais déjà, donc je pense que celui-là, on va essayer de le revendre. Revendre sur Internet un cadeau auquel on ne s'attache pas, ici c'est totalement assumé. Je crois que quand il y a double emploi, on ne se pose pas trop de questions, parce qu'on ne va pas le garder dans un placard. Si c'est un objet un petit peu plus personnalisé, venant de la famille, des enfants, bon, c'est évident, il y a une valeur sentimentale. La revente en quelques clics, une pratique en plein essor. N'a pas été utilisé. Cette année, 1/3 des internautes ont l'intention de revendre au moins un cadeau. Et ce sera sans complexe pour 71% d'entre eux, un chiffre record. Record aussi le nombre de reventes sur lequel mise ce site de commerce en ligne. Entre aujourd'hui et le jour de l'an, 2 millions d'objets devraient se retrouver sur la toile. C'est plutôt des produits de grande consommation courante connus, c'est-à-dire sur lesquels les gens vont prendre peu de risques en les offrant, à savoir plutôt les best-sellers, en termes de livres, de jeux vidéo, de DVD. L'argent récupéré par ces ventes, les internautes vont l'utiliser différemment cette année. Contexte économique oblige. 47% des internautes qui vont revendre leurs cadeaux de Noël vont dépenser cet argent pour leurs dépenses quotidiennes, alors qu'avant, on était plus dans un achat plaisir. Donc les internautes revendaient pour acheter autre chose. Du côté des acheteurs, c'est un peu les soldes avant l'heure. Ces objets neufs sont vendus en moyenne 30% moins cher que dans le commerce. En quelques semaines, tout devrait disparaître. Alors avant de savoir si on voulait les revendre, encore fallait-il les ouvrir, ces cadeaux. Heureusement pour le Père Noël, les enfants, eux, ne se posent pas vraiment ce genre de questions. Reportage au pied du sapin, Florence Bouquilla et Arnaud Jacques. Elliot, 7 ans, et Robin, 5 ans, sont un peu inquiets. Cette année, leur ont expliqué leurs parents, le Père Noël ne passe pas chez eux à Bordeaux. C'est à Paris, chez leur grand-père, qu'il a déposé leurs cadeaux. Salut Robin. Mais il est passé. Respectant la tradition, le Père Noël a bu et mangé. Il a bu tout le vin. Les gâteaux, ils sont en petites miettes. Ah, il a mangé les gâteaux, mais il a bu le verre de vin. Il a mangé les radis, il a mangé 2 radis. Le Père Noël? Non, le reine. Par contre, on n'a pas vu ses sabots dans la farine. Mais à côté du verre vide, beaucoup de cadeaux. Elliot vérifie attentivement les destinataires et fait la distribution. On va les chercher. Parmi les cadeaux, les incontournables figurines articulées. Depuis 30 ans, le Père Noël en a distribué plus d'1,5 milliard dans le monde. Parfois, dans les familles, certains estiment que le Père Noël est trop généreux. C'est un plaisir c'est un peu ambigu parce que je trouve, du mon âge certainement, qu'il y a pas mal de consommation, un peu de gaspillage là-dedans. Pour moi, c'est pas le plus important, les cadeaux. C'est tous les merveillements qu'il y a autour de Noël. Voilà. Les lumières de Paris, les contes de Noël. Voilà. Mais le 25 décembre, c'est souvent aussi pour les parents de longues heures de concentration sur les modes d'emploi des jouets. En Belgique, dans la petite commune de Reims, le Père Noël a été très généreux avec les plus démunis. Il leur a offert un chèque de 3 750 000 €. En fait, il s'agit du dernier gagnant de l'euro-million, habitant de cette ville, qui a décidé de partager ses gains avec ceux qui en ont besoin. Et pour parfaire la beauté de son geste, il a souhaité rester anonyme. Samasoula. C'est sans doute le plus généreux des Pères Noël. Un vainqueur anonyme de l'euro-million qui décide de donner la moitié de sa nouvelle fortune aux plus démunis de sa commune, soit 3,5 millions d'euros. Tout le monde se demande qui c'est, tout le monde a son idée. Tout le monde pense à un homme, comme on en parlait dans le journal, de 50 ans avec 2 enfants. Tout le monde est en train de spéculer sur qui ça pourrait être.
Et le riche bienfaiteur ne perd pas de temps. Dès demain, 100 familles en difficulté vont recevoir des bons de fioul. L'inconnu n'aurait pas toujours roulé sur l'or. Il m'a dit qu'il avait aussi connu le froid pendant l'hiver et donc il pense que c'est la chose la plus sérieuse qu'il puisse faire. Malgré leur immense curiosité sur ce Père Noël qui est peut-être leur voisin, les habitants préfèrent afficher un certain recul. Vous ne voulez pas savoir qui c'est? Non, pourquoi? Si c'était moi, je donnerais aussi, si je devais gagner autant. Dans les villages d'à côté, on se mord les doigts. J'ai reçu des appels de personnes habitant les communes avoisinantes qui se demandent s'ils étaient aussi concernés. Et là, ce n'est pas le cas, ça signifie que ces gens sont déçus. L'anonymat de ce Père Noël inattendu sera peut-être bientôt levé. Il projetterait d'organiser une immense fiesta. Il est 20h20, restez avec nous, on va partir ensemble explorer les grands fonds. Depuis la dernière éruption volcanique à La Réunion, de nouvelles espèces de poissons inconnus sont remontées à la surface. Nous vous emmènerons aussi à New York où les fameux spectacles de Broadway ferment les uns après les autres, crise oblige. Et puis nous retrouverons Bernard Tapie qui nous attend dans les coulisses du Théâtre de Paris pour une surprise ce soir. Mais on poursuit d'abord avec un événement heureusement rarissime. Un peu avant minuit, hier soir, toute une meute de sangliers a traversé l'autoroute A11 près d'Angers. 2 automobilistes en ont été quittes pour de la tôle froissée et quelques blessures légères et une belle frayeur aussi. Vincent Fischmann. On peut rêver à meilleure rencontre un soir de Noël. 23h hier, bien peu de monde sur l'autoroute A11. Les voitures sont rares, mais chose étonnante, les sangliers sont en nombre. 16 au total, en plein milieu de cette autoroute. 2 voitures qui passaient par là n'ont pas pu les éviter. Il faut savoir que ça arrive malheureusement régulièrement, les animaux qui divaguent sur l'autoroute, malgré les grillages de sécurité qui protègent tout autour, effectivement ils arrivent toujours à passer. Là ce qui est exceptionnel c'est le nombre de sangliers rencontrés effectivement devant les 2 véhicules. À proximité des villes, le phénomène devient récurrent. Les sangliers craignent de moins en moins la présence de l'homme, mais sur les autoroutes, ces grillages sont censés les dissuader. Hier, le face-à-face aurait pu bien mal tourner. Mais au final, pour les 6 passagers des voitures, seulement un blessé très léger. Pour les sangliers, l'histoire est moins heureuse. Aucun n'a survécu. C'est un petit peu une partie de notre monde qui est remontée à la surface. La partie obscure et inexplorée, celle des fonds marins. À l'occasion de la dernière grande éruption du Piton de la Fournaise à La Réunion, des cadavres de poissons inconnus ont été retrouvés. Depuis, les scientifiques sont partis à la recherche de spécimens vivants. En vain, Florence Mavic. Dans le crépuscule des grands fonds glissent d'étranges poissons aux yeux noirs. Par moins 300 mètres ici, plus aucun ray de lumière. Ce petit peuple continuerait de vivre hors du temps si l'éruption du Piton de la Fournaise n'avait semé le chaos dans son existence. Avril 2007, 2 gigantesques coulées de lave plongent dans l'océan, des centaines de cadavres venus des profondeurs remontent à la surface. Surprise chez les biologistes marins, une 12aine d'espèces est totalement inconnue. 1 an plus tard, une équipe scientifique tente de retrouver d'autres spécimens dans leur milieu naturel. Le robot d'exploration équipé d'une caméra tombe nez à nez avec une colonie de poissons baptisée Demoiselles Argentées. On s'est aperçu en fait qu'à 150-200 mètres de profondeur, elle vivait en grande quantité et qu'elle n'était pas du tout rare à La Réunion, simplement personne ne l'avait vu auparavant. Des prélèvements de lave devenus sédiments font surgir de minuscules mollusques. Mais d'autres créatures marines repêchées mortes semblent introuvables à l'état vivant. Toutes les autres espèces qui ont été remontées par le volcan à ce moment-là, où est-ce qu'elles sont? Effectivement, point d'interrogation, on pense qu'elles sont encore plus profondes. À un moment de l'éruption, la colonne d'eau chaude ascendante qui remontait vers la surface les a aspirées des grandes profondeurs. Il a fallu une éruption volcanique d'une puissance exceptionnelle pour que remonte à la surface de la Terre une richesse biologique insoupçonnée. Les fonds sous-marins de l'île de la Réunion sont finalement plus mystérieux que la surface de lointaines planètes. C'est un symbole et comme tous les symboles, il en dit long sur une situation, en l'occurrence celle des États-Unis dans la crise. À New York, les lumières de Broadway s'éteignent les unes après les autres. Une 12aine de ces shows qui font la réputation de la célèbre avenue annoncent déjà la fermeture. Reportage Alain Chalvron, Aaron Diamond. Qui l'eût cru? Frankenstein, victime de la crise. Le monstre, créé par Mary Shelley, revu et corrigé par Mel Brooks, était le show de la rentrée à Broadway. Le must.
Mais voilà, trop cher, pas rentable. À la trappe donc Frankenstein, emporté comme tant d'autres spectacles par la crise. 100 000 emplois très bien payés supprimés à Wall Street et c'est tout New York qui souffre. Il y a deux cœurs à New York, dans l'île de Manhattan. Il y a le cœur de Wall Street, les finances, qui est crise cardiaque dramatique en ce moment. Et le deuxième cœur de Manhattan, c'est Broadway. La moitié des shows ferment, il n'y a plus un sou. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, les investisseurs sont frileux. Ils n'ont plus autant d'argent qu'avant. Broadway a toujours été un risque. Un spectacle sur 7 seulement est rentable. Ensuite, avec des places à 100 € en moyenne pour un fauteuil d'orchestre, eh ben, les gens y pensent à deux fois. Broadway est à New York ce que Hollywood est à Los Angeles, des dizaines de milliers d'emplois induits. Restaurateurs, hôteliers, costumiers, danseurs, musiciens, compagnies de relations publiques, tout un secteur économique qui chancelle. C'est la première fois de ma vie que je ressens ça. Au fond de moi-même, je m'angoisse pour mon avenir. Quand on a un président qui dit à la télé « le pire est devant nous », ça fait peur. Pendant la dépression des années 30, l'industrie du spectacle avait servi d'antidépresseur à l'Amérique. Cette fois-ci, elle semble directement touchée. Et le théâtre ne ferme bien sûr pas pendant les fêtes de Noël. Cela fait partie de ces métiers où l'on passe le réveillon entre collègues. Reportage à Paris cette fois, Amira Swilem, David Dameda. Ça y est, c'est le moment, c'est parti. Jonathan est en retard, il est 20h30. On l'attend, pas pour réveillonner mais pour travailler. Pour toute la troupe, pas de sapin, pas de dîner en famille ce soir, mais un brin de nostalgie. Je rate le réveillon de Noël que je passe chaque année chez mes grands-parents avec mes petits cousins, mes petites cousines, mes frères et mes sœurs, la grande famille qui se réunit. Donc c'est un Noël particulier, un peu plus original. La bohème, ça ne veut plus rien dire. Noël en famille ou au travail, un choix difficile. Balthazar, ce n'est pas le Père Noël, il s'occupe du son et il a réussi à résoudre l'équation en apparence impossible. Moi j'ai mes enfants avec moi ce soir, donc ils sont là pour Noël, avec moi, ils sont présents dans la salle, puis après on se fait un petit repas. Un réveillon sur les planches, une première pour ces jeunes artistes. Diane Tell, elle, a plus d'expérience, moins d'état d'âme, alors travailler le 24 au soir, une habitude. Moi, je suis loin de ma famille depuis très longtemps, et donc ça fait très longtemps que Noël, c'est pas une fête qui me réjouit tant que ça, puisque j'étais souvent toute seule. C'en est presque fini pour ce soir, alors côté coulisses, on se relâche un peu. Avec quelques-uns de la troupe, j'ai préparé un petit repas à la maison, donc on va réveillonner tranquillement, mais sans faire trop d'excès parce que demain on joue à 17h. Donc, Pas de répit pour cette bande d'amis. Ce soir, dans quelques minutes, ils vont remonter sur les planches pour une nouvelle représentation. Et en parlant de théâtre, vous le savez, Bernard Tapie joue Oscar à Paris, mais ce soir la scène sera nationale avec une retransmission en direct sur France 2. Ce sera juste après le journal. Bernard Tapie est en direct avec nous dans les coulisses. Bonsoir. On est à quelques minutes du direct. Est-ce que vous avez un trac particulier à cause de cette retransmission télévisée ? Ça s'appelle plus de la pression. Dans la limite, c'est un formidable événement, donc on ne peut qu'être content. On a en plus bien rodé le travail, on est prêt, on a la certitude que vous allez vous amuser, et donc ça suffit pour nous faire descendre un peu la pression. Ça fait une différence quand même. Vous jouez cette pièce depuis le début du mois devant 1000 personnes. Est-ce que ça fait une différence de vous dire qu'ils seront des millions ce soir ? Ben non, parce qu'on ne les voit pas. Nous, on est obligés de jouer pour les gens qui sont là dans la salle et qui répondent. C'est clair que si on était dans une salle magique qui nous montre toutes les têtes de ceux
qui vont nous faire, je l'espère, le plaisir de nous regarder ce soir, on serait dans un drôle d'état. Mais là, on fait abstraction de ça, parce que sinon, ça deviendrait un truc très difficile à gérer. Nous, on a des spectateurs, ils sont venus quand même, on est le jour de Noël, il n'y a que du bonheur, quoi. Alors Oscar, on le sait, a été rendu célèbre par Louis de Funès. Vous avez réécrit une partie des dialogues en faisant référence notamment à votre actualité. On va écouter un extrait et puis on vous retrouve juste après. Pendant que vous y êtes, vous installez chez moi, là, vous voyez, regardez, ça vous plaît le décor? Là, vous pouvez, hein? Et moi, j'irai dormir dans le jardin, ça va comme ça? Dites-vous bien que c'est pas aux 5 000 € que vous arriverez à satisfaire les besoins de ma fille. Bah, bien sûr, monsieur Barnier. Mais j'ai aussi beaucoup réfléchi à cela. Mais quel enfant? Bah, notre petit enfant, tu comprends pas? Ah, je te préviens. Alors là, je t'interdis, mais absolument, de l'appeler Charles Amédée. Quelle horreur! Bah, tu veux peut-être qu'on l'appelle Nicolas? Oh, pas de zèle, hein, s'il te plaît. Charles, ça suffira. Allez, on va continuer par une série d'étirements. Vous êtes prêts, M. Barnier? Je suis prêt. On commence toujours par le bas, le bas. Ça suffit! Ça suffit? Oh oui! Oh putain, j'ai plus mal. Oui. Alors vous parliez de Charles Amédé pour aider nos téléspectateurs. C'est un clin d'œil à Charles Amédé de Courson qui vous a beaucoup combattu, comme François Bayrou d'ailleurs, dans l'affaire Adidas. Mais pas du tout. Ils n'ont pas tellement aimé que l'État vous verse 285 millions d'euros, mais ce n'est pas la question. Ma question était, est-ce que le théâtre pour vous c'est justement aussi une façon de régler des comptes un petit peu? Mais comment vous osez dire ça? Il n'y a aucune relation entre le théâtre, ce qu'on y fait et la vie de tous les jours. Donc, quand je veux parler d'eux, j'utilise par exemple les émissions qui sont prévues pour ça. Vous avez d'excellentes émissions avec Madame Chabot qui nous confrontent à des gens très avertis de la chose et qui ont la chance et le pouvoir de nous contester. On ne va pas utiliser le théâtre pour régler les comptes, ce serait ridicule. Chaque chose en son temps, on a une pièce de théâtre, on s'amuse avec. Alors de temps en temps, il y a des personnages qui forcément se ressemblent, puisque je l'ai réécrite au goût du jour. Mais c'est une pure fiction et il n'y a aucune ressemblance à espérer avec des personnages qui sont dans la vie de tous les jours. Donc quand vous parlez d'un ministre, le ministre Brice par exemple, qui d'ailleurs sera, enfin Brice Hortefeux, le vrai, sera présent dans la salle ce soir je crois, ça n'a rien à voir. Non. Ah oui, rien du tout. D'ailleurs, il n'est pas là. Il est en vacances et il a bien raison d'être en vacances. Non, non, ne voyez pas autre chose qu'une pièce dans laquelle on s'amuse et qui est la traduction dans les années 2010 de ce que De Funès a magistralement fait dans les années 60. Et c'est difficile déjà pour nous d'arriver à vous faire rire un dixième de ce qu'il a réussi lui. C'est pas pour compliquer encore ou pour alourdir. Cela dit, on peut aussi on n'est pas comme ça. On peut aussi s'amuser à faire des liens entre différentes vies quand on en a eu plusieurs. C'est votre cas. Est-ce que vous faites un lien, par exemple, entre la politique et le vaudeville? J'ose pas vous dire à quel point il y a des points communs et que c'est pas au profit de la politique malheureusement. Et ce qu'on voit en ce moment a bien l'air d'y ressembler. La différence c'est quand on se bidonne parce qu'on fait un gag ou parce qu'il y a effectivement une réplique qui prête à rire, chez nous c'est pas sérieux. Eux ils sont obligés d'avoir des comportements un peu plus conséquents parce que c'est la vraie vie. Nous c'est pas la vraie vie. Et vous êtes en train de dire... C'est d'ailleurs... Vous êtes en train de dire, pardon, que du coup la politique c'est vraiment fini pour vous maintenant, c'est les planches, la scène et c'est tout? Ah oui, complètement. Ah ben ça, je pourrais pas mélanger les deux. Parce que là, ce serait pour le coup détourné. Il y en a qui le font, mais comme par exemple Guy Bedos, il le fait avec énormément de talent, en annonçant la couleur et en faisant ses revues de presse. Mais c'est pas vraiment un homme politique. Mais moi, même pas, puisque j'ai été partie prenante, je trouve que ce serait déplacé que je fasse de la salle de théâtre une espèce de meeting ou un prétoire. Donc, il n'en est pas question, évidemment. Alors, Louis de Funès, qui a joué ce rôle, était un grimacier génial. Ma dernière question, si Tapi devait avoir une grimace, quelle serait-elle? Franchement, moi, c'est pas dans la grimace que vous allez trouver mon pétage de plomb, puisque c'est de ça dont il s'agit. À un moment donné, il n'arrive pas à retrouver son argent. À chaque fois, il retrouve ou le caleçon de la bonne ou un string d'une... Donc, moi, c'est par le geste. Je vais essayer de vous emmener dans le délire par le geste. Je monte au rideau, je tape sur les tables, je casse les portes. Bref, je deviens fou. C'est pour ça que c'est vraiment un rôle de composition. Mais dans la grimace, j'y suis que un tout petit peu. Et je ne veux pas vous les dévoiler à l'avance. Et il y aura aussi d'ailleurs une surprise ce soir pour cette retransmission en direct, mais on n'en parle pas maintenant, bien sûr, il faudra rester jusqu'à la fin de la soirée. Merci Monsieur Tapi et puis bon courage à toute la troupe. Alors je veux vous dire que là, oui, il faut savoir que là je suis obligé d'aller chercher ma femme et ma fille qui sont en retard. Eh bien alors allez-y, on vous quitte et bon courage, merci bien.
Je suis obligé de retourner dehors pour aller les chercher. Allez-y, allez-y. À tout à l'heure, en direct donc au Théâtre de Paris. À propos de théâtre, justement, dans un autre genre, le dramaturge et aussi écrivain britannique Harold Pinter est décédé hier soir à l'âge de 78 ans. On l'a appris cet après-midi. Ce prix Nobel de littérature était aussi connu pour ses prises de position contre la guerre en Irak. Il avait ouvertement et fermement dénoncé la politique de son pays dans ce conflit. Nicolas Lemarinier. Devant sa résidence londonienne, Harold Pinter résumait sa vie en 2005. Je suis très engagé dans mon art et très engagé également en politique. Parfois les deux se retrouvent, d'autres fois non. Fils d'un petit tailleur juif né en 1930 à Londres, Pinter donne sa première pièce en 1957 dans la lignée de Ionesco et de Beckett. Son théâtre est celui de l'absurde. Le voici à Paris en 1966 lors de la première lecture de sa comédie, Le Retour. Nombre de ces 60 pièces ont été montées en France. Le Gardien par exemple, avec un extraordinaire Robert Hirsch en 2006. L'autre jour, un type a voulu me refiler du daim. Je n'ai jamais voulu les mettre. 2000, il entre au répertoire de la comédie française. 2005, le Nobel de littérature distingue le dramaturge, mais aussi le scénariste de La maîtresse du lieutenant français. La remise du prix est l'occasion pour Harold Pinter de dénoncer la guerre en Irak. L'invasion de l'Irak a été un acte de banditisme, un acte de terrorisme international. Harold Pinter est décédé d'un cancer à l'âge de 78 ans. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. L'infirmière qui a provoqué le décès d'un enfant hier soir à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul en lui administrant un mauvais traitement est toujours en garde à vue ce soir. Cette garde à vue vient d'ailleurs d'être prolongée de 24 heures. Elle a reconnu son erreur, mais ce soir, le père de l'enfant décédé reproche à l'hôpital de ne pas avoir réagi assez vite après que cette erreur a été commise. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. La météo, c'est tout de suite avec Tania Young, puis le point route avec Julien Pascal. On retrouve tout de suite après Bernard Tapie en direct pour Oscar avec toute sa troupe. Excellente soirée sur France 2 et encore une fois, joyeux Noël. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.